Bonjour à tous, à toutes. Je ne sais pas si tout le monde m'entend. Merci d'être avec nous, aussi nombreux. On est content qu'il y ait autant, et même que des jeunes, à cette table ronde, parce qu'on va essayer de vous parler. Avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet et de nous présenter, je tiens à préciser que vous devez et pouvez vous sentir libre de poser des questions, de lever la main, même en cours de table ronde et de débat. C'est l'objet de cet atelier. Donc voilà, pour vous présenter cette table ronde et nous présenter, savoir qui on est. Léandra et moi-même sommes membres de la Dengue Fabrique, qui est une association, qui est un mix entre une association étudiante et un think tank franco-allemand, en fait, hein, qui est une plateforme dédiée à l'élaboration d'idées et développement de projets franco-allemands, toujours dans un contexte européen, principalement du coup composée d'étudiants, de jeunes actifs. Elle est née il y a 4 ans maintenant à Cologne, à mi-chemin entre Paris et Berlin. Et elle se voulait pour idée de donner vraiment une structure aux jeunes à la fois de France et d'Allemagne, pas forcément franco-allemand, mais de jeunes qui s'intéressent à la relation franco-allemande pour exprimer leur voix sur les sujets qu'ils trouvent pertinents, que ce soit des sujets culturels, de défense. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux questions de mémoire et de commémoration, à savoir comment intégrer la jeunesse, quel rôle on peut jouer. Vous pourrez jouer dans les commémorations dans 20, 30, 40 ans. C'est ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Le postulat de Denk Fabrik, qui est une association à la fois en France et en Allemagne, c'est avant tout de souligner l'importance de la société civile et particulièrement de la jeunesse dans les relations franco-allemandes, dans ce toujours contexte européen. Et c'est cette société civile qui est aussi le pilier pour le devoir de mémoire qui nous préoccupe aujourd'hui et dont on va suivre un échange intéressant avec l'ensemble des participants. Je fais une petite parenthèse aussi, puisque en janvier dernier, à l'occasion de la Journée internationale de la mémoire et des génocides et la prévention des crimes contre l'humanité, nous avions organisé déjà avec la ville de Caen et le soutien de l'université de Caen et du Fonds citoyen franco-allemand un dialogue sur la commémoration et les mémoires de la déportation qui s'intitulait Plus jamais ça, avec une question encore une fois centrale qui nous occupe aussi aujourd'hui: commémorer en 2030, que vont devenir les mémoires de la déportation à l'épreuve des générations. Donc l'idée, c'est vraiment de réunir les générations pour imaginer les commémorations toujours dans cette perspective franco-allemande. Et voilà, avec les associations en janvier de mémoire, les différents invités, on a eu des échanges vraiment passionnants et très intéressants. Et je suis sûr que ce sera le cas aujourd'hui. Je vais laisser la parole à Léandra, qui va se présenter aussi, qui est coprésidente de la Denk Fabrik. Je suis très heureux ici d'être au forum. Je voudrais remercier l'ensemble du personnel et de l'organisation de nous avoir permis d'organiser cette table ronde, et j'espère que, et j'en suis sûr, qu'on aura des échanges très intéressants. Merci beaucoup. Quelle joie et honneur pour moi d'être au Forum mondial Normandie pour la paix aujourd'hui, pour représenter donc avec Théo Burgevin l'association La Denk Fabrik. Et avant tout, je tiens à remercier évidemment le public, vous, d'être présents, ainsi que nos éminents intervenantes et intervenants pour avoir accepté de participer donc à cette discussion. Donc nous avons ici à droite pour vous Madame Salomé Hénon-Cohen, journaliste française basée à Berlin. Ici, Monsieur Hervé Moritz, président du Mouvement européen France. Et enfin, Monsieur Nathanaël Tinard-Leclinch, lauréat du concours national de la résistance 2017. Nous avons face à nous donc des personnalités au parcours exceptionnel, mais sans plus tarder, entrons donc dans le vif du sujet, la jeunesse face au devoir de mémoire. Et je souhaitais commencer par vous, Monsieur Moritz, qui êtes donc aujourd'hui le président du Mouvement européen France, mais votre engagement pour l'Europe, pour les relations franco-allemandes, n'est pas né hier. Et si je ne me trompe pas, vous avez fait donc un Erasmus, par exemple, à Leipzig, en Allemagne, en 2015. Et surtout, vous étiez aussi président des Jeunes Européens fédéralistes. Est-ce que vous souhaitez déjà nous en parler et peut-être aussi nous dire en quoi ces expériences marquantes étaient peut-être liées avec les questions de la mémoire et voilà, quel était le rôle de cela?
Très bien, merci beaucoup déjà pour votre invitation et puis pour l'initiative de cette table ronde. Et peut-être en effet pour commencer, j'avais envie de partager peut-être 2 anecdotes avec vous qui expliquent aussi peut-être et qui ont nourri en fait mon engagement européen dans ces associations, donc les jeunes européens, puis maintenant le mouvement européen qui est une vieille association qui s'engage pour la construction européenne. La première en fait, c'est que je viens d'une région qui a aussi beaucoup connu la guerre, qui est l'Alsace. Moi, j'ai grandi en Alsace et dans cette région qui a une histoire particulière, on cultive aussi cette mémoire, une mémoire régionale qui est parfois difficile parce que pas toujours du bon côté de la frontière et donc difficile de pouvoir parfois trouver l'articulation avec une mémoire nationale, un récit national qui n'entre pas en résonance en fait avec les réalités des récits locaux. Et c'est en ça, en fait, peut-être qui a inspiré peut-être mon engagement européen au départ. C'était vraiment cette conscience de la mémoire, locale et des difficultés aussi de se poser ces questions, notamment parfois quand on interagissait avec d'autres personnes d'autres régions. Moi, je me souviens de mes parents qui m'ont emmené dans un petit village du Limousin qui est au Radour-sur-Glane. Je ne sais pas si vous connaissez ce village. C'est un village qui a été massacré par la division SS Das Reich à la fin de la guerre. Les Allemands en fait se retiraient et voulaient massacrer en fait un groupe de résistants local. Alors d'ailleurs l'histoire dit qu'en fait ils se sont trompés de village et dans cette volonté de massacre ils ont massacré tout un village vraiment hommes, femmes et enfants de manière absolument cruelle. Et il se trouve que dans cette division Das Reich il y avait 13 Alsaciens et Mosellans. Et quand on est allé là-bas, mes parents m'ont dit on visite ce village, mais par contre, on ne dit pas qu'on est alsacien. Il ne faut pas dire qu'on est alsacien parce que c'est encore difficile comme histoire. C'est encore en fait difficile de commémorer ensemble cette histoire tragique. Et en effet, ça fait que quelques années en fait que des Alsaciens vont régulièrement aux commémorations à Oradour-sur-Glane et que des personnes d'Oradour-sur-Glane viennent aussi à des commémorations en Alsace, à Strasbourg, parce que cette mémoire elle a été difficile à mettre en place. Ça, c'est une première anecdote marquante qui m'a fait réfléchir en fait sur notre capacité à faire mémoire ensemble. Et peut-être la deuxième, et j'en viens à l'expérience de Leipzig. J'ai eu la chance quand j'étais étudiant, enfin je suis à la fin de mes études, mais j'ai eu la chance de faire un Erasmus en Allemagne. Peut-être vous aurez la chance de vous aussi connaître une expérience de mobilité. Et alors moi, en tant qu'Alsacien, l'Allemagne, je connais. Enfin, je veux dire, je peux traverser la frontière. J'habitais 2 kilomètres de la frontière. Sauf qu'en fait, l'Allemagne que je connaissais, c'était l'Allemagne de l'Ouest. Et quand j'ai fait mon Erasmus à Leipzig, il y a quelques années, je me suis bien rendu compte qu'en fait, j'étais pas du tout dans la même Allemagne, que les mentalités, en fait, elles étaient encore là, et qu'on partageait pas les mêmes mémoires. Et donc, ça a invité à s'interroger sur nous, notre mémoire, par exemple, des crimes de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi notre mémoire européenne qui est en train d'émerger, qui est en train de se construire. Cette construction européenne après la Seconde Guerre mondiale, l'exemple, je le disais, du 9 mai 1950 avec la déclaration de Robert Schuman qui créait la Communauté européenne du charbon de l'acier, qui est un peu l'ancêtre de notre Union européenne. Et toute cette histoire, en fait, elle n'avait aucune résonance à Leipzig. Parce que pour eux, en fait, l'Europe, ça a commencé en 1989, avec la chute du mur, avec la perspective de la réunification. Et donc, je me retrouvais à essayer d'échanger sur des références qu'on n'avait pas en commun. Et donc, il a fallu travailler aussi sur comprendre la mémoire et les mémoires de l'autre pour être capable après d'échanger et d'essayer de trouver ce qu'il y a de commun dans ces mémoires à partager. Donc voilà un peu 2 expériences. Et c'est vrai que ces 2 expériences, elles ont vraiment nourri mon engagement européen, à la fois dans ces associations, mais même aussi aujourd'hui dans mon métier, parce que j'ai fait des études d'histoire et aujourd'hui, je commence à donner des cours d'histoire de l'intégration européenne. Et dans ces cours d'histoire, j'aime toujours parler en fait de cette question des mémoires européennes, qui est une vraie question, parce que comment on peut faire mémoire ensemble ? On a tellement de différences et en même temps, on a partagé tellement d'événements historiques. Et donc, cette question des mémoires européennes, elle me passionne. Et puis, j'espère qu'au cours de l'après-midi, on aura l'occasion d'échanger avec vous à ce sujet.
Monsieur Tinard Leclinch, vous avez été donc récompensé pour vos travaux sur la résistance. Et je souhaitais vous demander comment cette expérience a-t-elle influencé votre perception des relations franco-allemandes et comment peut-on aussi inciter justement aussi la jeunesse à s'intéresser à ces thématiques? Je vous remercie. Bonjour à tous et à toutes. C'est un prix que j'ai gagné il y a 7 ans. C'était au lycée, donc j'avais votre âge, et c'était sur plutôt les mémoires de la déportation. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que avant ce concours, mon seul lien avec l'Allemagne, et peut-être comme certains d'entre vous, c'était un lien plutôt traumatique, parce que dans mon histoire familiale, et j'imagine que beaucoup d'entre vous, si vous remontez à l'époque de vos arrière-grands-parents, c'est pareil, il y avait mon arrière-grand-père qui avait été dans un stalag en Allemagne, et ça m'a permis de m'intéresser bizarrement, ce concours de la résistance, au lien que j'avais avec l'Allemagne. Et il y a eu aussi un jumelage que j'ai fait quand j'étais plus jeune, au lycée, donc quand j'avais aussi votre âge. Et je pense que ça permet de reconstruire un lien différent avec l'Allemagne que j'avais auparavant. Puisque même si le discours anti-allemand n'est vraiment pas présent, dans notre jeunesse, à nous en tout cas, qui sommes nés après la guerre, ce concours de la résistance, ça m'a permis de m'intéresser à l'histoire allemande, l'histoire que j'avais avec l'Allemagne, et sur la question plus particulièrement de comment intéresser la jeunesse aux questions mémorielles et aux questions de la relation franco-allemande. Pour moi, c'est l'objet vraiment de notre rencontre. Et c'est difficile, on en parlait ce midi tout à l'heure, comment on vous intéresse, vous, aux commémorations, comment on vous intéresse à cette histoire que vous n'avez pas connue, que vos arrière-grands-parents peut-être ont connue, et comment on passionne un peu ce couple franco-allemand. Parce que je ne sais pas si certains ont pu aller à des commémorations, c'est souvent assez lugubre, avec des lectures de noms, de disparus, de déportés, avec la Marseillaise. Comment on peut rendre plus intéressant, plus attractif pour les jeunes de se rendre à ces commémorations? Comment on peut intellectualiser, passionner le couple franco-allemand? De la même manière, je m'écarte un tout petit peu du sujet, excusez-moi, mais quand on parle du couple franco-allemand, du moteur franco-allemand, dans les journaux, peut-être que vous en entendez parler dans Le Monde ou au Figaro, enfin dans les grands journaux, le couple franco-allemand, c'est souvent réduit à des questions économiques, par exemple la vente des F-35, enfin des sujets qui me semblent complètement lointains, la vente des avions de chasse. Et comment est-ce qu'on peut faire que vous soyez intéressé par les questions de mémoire, par l'Allemagne? Et je pense que le meilleur moyen, ça peut être l'apprentissage de la langue allemande, mais ça peut être surtout le jumelage. En fait, c'est simplement se rendre chez l'autre, comprendre qu'il n'est pas si différent. Et moi, ça m'a vraiment appris, beaucoup appris cette relation horizontale avec l'Allemagne, sachant que dans vos cours d'histoire, la plupart du temps, lorsqu'est évoqué le couple franco-allemand, c'est soit les 3 guerres en 70 ans, de 1870 à 1945, soit des questions extrêmement grises et bureaucratiques, économiques. Donc vous intéressez-vous, je pense, c'est changer notre manière de commémorer la Seconde Guerre mondiale et les événements de cette époque. Voilà. Moi, je pourrais réagir directement à ce qui vient d'être dit, puisque alors moi, j'ai participé à tous les échanges possibles et imaginables avant d'être journaliste pour être en lien avec l'Allemagne. Je suis normande, comme probablement la plupart d'entre vous, donc j'ai grandi très loin de l'Allemagne. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir une prof d'allemand exceptionnelle quand j'étais au collège. Et après ça, en fait, il existe tout un tas de programmes franco-allemands, dans lesquels d'ailleurs la Denkfabrik s'inscrit un petit peu, des programmes qui sont dans le cursus scolaire, des programmes qui sont en dehors du cursus scolaire. Et du coup, ça permet, c'est ce genre de programme, comme par exemple, je pense à Abibac, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, ou alors les classes bilingues au lycée, ou même l'apprentissage de l'allemand dès les premières années du collège. Et je pense vraiment que c'est des réponses comme ça qu'il faut apporter à la jeunesse d'aujourd'hui. Je dis la jeunesse, mais je pense qu'on n'a pas beaucoup d'écart d'âge. Et en donnant la possibilité d'aller dans le pays, d'aller sur place, de rencontrer des gens et de rendre concret des apprentissages qu'on a en cours et qu'on a à l'école. Parce que, qu'on se le dise, la Normandie, c'est loin de l'Allemagne. Nous, notre responsabilité en tant que Normands, en tant que Français, dans ce qui s'est passé dans les années 40, c'est très loin de nous. Et même si, comme le disait Nathanaël, on peut remonter dans des générations et comprendre ce qui s'est passé pour nos ancêtres, il faut qu'on trouve des réponses pour nous-mêmes. Et je pense que
ce que la France et l'Allemagne ont réussi à faire et ce que d'autres pays pourraient peut-être réussir à faire à l'avenir, ça va être vraiment cette volonté de créer une forme d'interdépendance entre les deux pays en incluant la jeunesse, en créant des programmes aussi bien donc à BIBAC, les classes bilingues, ensuite tous les types je vous invite, si vous êtes au lycée, si vous êtes en terminale, à regarder tous les cursus franco-allemands qui existent, si vous êtes intéressé évidemment par ces cursus-là. Il en existe un nombre incalculable et ça permet d'ouvrir vraiment des portes pour les voies professionnelles, exactement. Et ensuite, on entre dans la sphère professionnelle. Et là, il existe aussi dans la sphère franco-allemande, dans mon milieu, puisque je suis journaliste, l'exemple peut-être parfait de ce qui se fait dans le franco-allemand, c'est Arte, la chaîne franco-allemande Arte, qui est le seul média binational au monde, ça n'existe pas, il n'y a pas d'autres médias binationaux dans le monde. Et c'est un exemple parfait parce qu'en fait, moi j'ai travaillé là-bas pendant quelques temps et en fait, et les journalistes français et les journalistes allemands travaillent ensemble. Font des conférences de rédaction dans les deux langues en même temps, ensemble, et le travail est vraiment au quotidien, main dans la main. Et voilà, je pense que c'est ces réponses-là qu'il faut apporter à aujourd'hui et à l'avenir du franco-allemand. Mais justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Avec ton expérience de journaliste française en Allemagne, comment aussi, côté allemand, on appréhende la question de la mémoire et des commémorations? C'est vrai que, par exemple, on l'avait fait à Caen, on a tenu à inviter un membre de l'ambassade d'Allemagne en France. C'est toujours très compliqué, même du côté des institutionnels français, d'intégrer des responsables allemands. Donc du coup, voilà, ma question spontanément, là, c'est de savoir, la presse allemande aussi, comment elle titre aussi ces questions de mémoire, ces commémorations. Est-ce qu'il y a toujours une forme de, pas de gêne, mais un peu de réticence aussi par rapport à ça, ou des non-dits? Alors là, je vais plutôt parler de mon expérience lorsque j'ai travaillé pour un média allemand en France, parce que maintenant j'habite à Berlin, mais avant j'ai travaillé pour un média public allemand à Paris. Non, il n'y a pas de gêne. Enfin, en tout cas, c'est pas l'impression que j'ai eue. Il y a vraiment une volonté d'objectivité totale sur un sujet qui est tellement pesant et tellement où il y a une forme de responsabilité de l'Allemagne. On le sent au quotidien dans les échanges qu'on peut avoir avec nos amis, avec nos proches et tout ça. Mais du coup, en tant que média et surtout en tant que service public, il y a vraiment cette volonté de dire non mais voilà, nous, il y a même pas, la question ne se pose même pas de la couverture par exemple des 80 ans du débarquement. Je sais que moi j'étais pas sur place, mais mes collègues de Paris sont allés pendant 4 jours, 5 jours, et il y a eu un argent monumental qui a été dépensé par la télévision publique allemande pour couvrir les 80 ans du débarquement ici en Normandie, parce que c'est quelque chose d'indispensable et c'est aussi une façon, peut-être pour l'Allemagne et pour aussi une partie de l'Allemagne de l'Est dont tu parlais tout à l'heure, Hervé, d'avoir accès à une mémoire commune européenne qui n'est pas forcément présente au quotidien en Allemagne, puisque voilà, il n'y a pas de journée de commémoration comme nous on peut en avoir en France pour les dernières guerres mondiales. Comment éviter justement que les récits historiques ne soient pas biaisés, par exemple par des ressentiments et de la douleur, tout en respectant évidemment les souffrances peut-être plutôt de ce côté-là, les historiens? C'est une question difficile en fait, mais je pense qu'il apporte, qui soulève en fait une question que vous avez peut-être commencé à traiter en cours. Je ne sais pas si vous voyez ça au lycée, mais c'est la dialectique entre l'histoire et entre la mémoire. C'est-à-dire, parce que vous parlez de récit historique, alors écrire le récit historique des événements, finalement, on sait le faire, voire on sait même le faire ensemble. Enfin, il existe et depuis maintenant de nombreuses décennies, les historiens travaillent ensemble. On fait des colloques internationaux sur différents sujets. On essaie de se poser des questions historiques de manière commune. Donc ça, on est capable de le faire. Mais vous avez raison, en fait, la mémoire, c'est pas une histoire de connaissances académiques. La mémoire, c'est une question sentimentale. Et donc, la mémoire, elle est propre à chacun. Et quand on veut partager, en fait, des mémoires, il faut s'intéresser aux sentiments en fait, des uns et des autres. Et c'est là où c'est intéressant finalement sur ce premier tour de parole. C'est la question du dialogue en fait, qui suscite la mémoire et c'est là où ça devient intéressant. C'est quand on est confronté à la mémoire de l'autre, qu'on s'interroge sur nos propres constructions mémorielles. Et c'est ça qui est intéressant.
Et d'ailleurs, c'est ce qui intéresse aussi les historiens, parce qu'aujourd'hui, en fait, les historiens, ils s'intéressent à l'histoire de la mémoire, si on veut. C'est-à-dire qu'on développe beaucoup, en fait, de travaux qui portent justement sur ces mémoires. Ça veut dire la manière dont on perçoit les événements historiques, plus que les événements historiques eux-mêmes, en fait. Finalement, ça nous intéresse presque moins de comprendre les événements historiques, parce qu'on commence à bien les appréhender, que d'essayer de comprendre la construction mémorielle qui est autour. Et pour mieux aussi se comprendre dans notre altérité, en Europe en particulier, quand on parle de ces mémoires. Et donc je pense que alors il y a des défis pour les historiens, parce que ça veut dire c'est aussi un défi pour des scientifiques en fait, de comprendre comment on fait pour essayer de se préserver en fait, de ces mémoires quand on fait un travail historique. Donc comment on garantit qu'on ne reproduit pas en fait, des mémoires, ou comment on met l'affect de côté, parce que les historiens déjà c'est des êtres humains, et puis ensuite ils vivent dans des sociétés, et en plus en particulier dans une société où il y a beaucoup de personnes en fait, qui font de l'histoire. Il n'y a pas que les historiens qui font de l'histoire, donc c'est une discipline qui doit vraiment se poser ces questions, et qui se pose ces questions depuis longtemps, mais ça pourrait être vrai pour d'autres disciplines qui commencent aussi d'ailleurs à s'interroger. C'est par exemple vrai pour les climatologues, puisque aujourd'hui c'est plus les seuls à s'intéresser aux questions climatiques. Et donc, ils se posent la question de cette relation en fait, avec la société civile, avec d'autres acteurs en fait, sur leur discipline. Donc, c'est une question pour les historiens. Ensuite, c'est aussi une question pour nous tous, parce qu'en fait, le défi mémoriel, il est là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a envie en fait, de partager de ces mémoires. Et voilà, je pense que c'est ce qu'on disait sur la question du cadre qu'on donne. Est-ce qu'en effet, ces commémorations, elles ont encore un sens, ou comment on retrouve le sens de ces commémorations. Et dans ce cas-là, c'est peut-être par le dialogue, c'est peut-être en changeant les formats. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais par exemple, on dit par exemple les médias allemands s'intéressent au débarquement en Normandie. Il y a des représentants en fait, allemands qui viennent commémorer ce débarquement en, fait, en Normandie. Mais c'est très récent en fait, la présence des Allemands à ces cérémonies en fait, du débarquement. Parce qu'à un moment, enfin, déjà elles ont évolué. En fait, c'est déjà que depuis les années 80 que ces commémorations deviennent internationales. Avant, en fait, on le commémorait en tant que Français, ce débarquement en Normandie, mais on ne le commémorait pas dans un format international. Et puis, il a fallu encore attendre 2 décennies, me semble-t-il, pour inviter en fait, des représentants allemands à ces commémorations. Donc, en fait, ça fait 20 ans qu'on le fait. Mais c'est quelque chose d'assez récent, en fait, d'inviter aussi donc des Allemands à ces commémorations. Et ça traduit bien, en fait, je pense, la difficulté aussi et la nécessité d'avoir d'abord un dialogue approfondi avant d'être capable de commémorer ensemble. Et je pense que ce qui est très intéressant dans le processus mémoriel, c'est finalement cette question du dialogue et d'essayer de comprendre, en fait, de se comprendre les uns les autres sur notre ressenti qu'on a vis-à-vis de faits historiques. Oui, je voudrais juste rajouter quelque chose. Comme disait mon collègue, il y a une différence entre mémoire et histoire, mais il y a aussi une différence très importante entre l'histoire et l'enseignement de l'histoire. Et j'ai trouvé un petit extrait que je voulais vous lire d'un manuel des années 20. Alors, vous êtes au lycée, c'était un manuel qui était distribué au 3e, mais à tous les Français de 3e. Et ça parlait de l'Allemagne et des relations franco-allemandes, et c'était en 1922. Et c'était le manuel officiel de l'éducation à l'époque, de l'instruction publique. Et donc, le manuel parle de l'Allemagne, et quand il parle des Allemands, il dit « Grisée par ses succès militaires et économiques, l'Allemagne avait en effet, plus qu'aucun autre peuple, une mentalité impérialiste et belliqueuse. Cette mentalité allemande, faite de convoitise, d'orgueil et d'un immense appétit de domination. » Et quand on voit ce genre de discours dans un manuel, ça pose la question de la répétition de l'histoire, et c'est pour ça que les guerres se sont répétées. Je pense qu'il y avait vraiment la question de l'ennemi héréditaire, d'une tradition de l'ennemi entre la France et l'Allemagne, et le couple franco-allemand a su dépasser ça, et c'était vraiment pas évident. De la même manière, chez les Allemands, il y avait une revue satirique qui est apparue de la fin du 19e jusqu'à 1944, et il y avait des caricatures. Alors les caricatures, il y a un droit à la caricature, évidemment, il y a la liberté d'expression, mais ces caricatures, elles étaient vraiment complètement racistes. Elles prenaient donc des soldats sénégalais, donc du temps des colonies, et qui balançaient des enfants allemands dans le feu. Et ça, c'était ce qui paraissait dans les journaux allemands tous les jours. Je pense que c'est ce qu'a réussi à dépasser le couple franco-allemand, c'est
vraiment ne pas cultiver la haine, cultiver le ressentiment, l'évacuer, et surtout que les hommes politiques et les femmes politiques et vous, on n'est pas d'intérêt à haïr un peuple ennemi. On n'est pas d'intérêt à détester le voisin, que ce soit le voisin immédiat ou le pays d'à côté. Et je pense que c'est ça qui est vraiment important, je pense que c'est ça qui a évolué, c'est l'effort immense qui a fait que depuis la génération de nos grands-parents, il n'y a pas, le vent souffle, je pense qu'il faut que je me taise, il y a très peu en tout cas de discours anti-allemands dans les familles. Et enfin en tout cas moi j'ai jamais entendu de pensée xénophobe sur l'Allemagne dans mon entourage ou parmi mes amis. Voilà ce que je voulais dire. Bon, alors je change un tout petit peu de sujet, mais quel est le rôle justement des institutions dans le maintien et le renforcement des relations pacifiques entre deux nations, en prenant l'exemple par exemple de la France et de l'Allemagne? Et à votre avis, est-ce que les institutions répondent-elles à une volonté citoyenne déjà présente de réconciliation, ou est-ce qu'elles ont plutôt le rôle de moteur pour inciter les populations à avancer? Ça, c'est une question qui m'a toujours travaillée. Je suis franco-allemande, j'ai grandi à la frontière franco-allemande dans un milieu biculturel, et ça m'a toujours, c'est toujours une question qui m'a travaillée. Donc, je voulais connaître votre avis. Je peux rapidement, ouais. Alors sur les institutions, je pense que c'est un aspect qui est crucial. Si on a des politiques ou des institutions publiques qui donnent un élan, ça va forcément donner la possibilité, ça va ouvrir des voies qui sont impossibles à ouvrir avant. Ça va créer permettre de créer des organismes comme par exemple l'OFAGE, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'Office franco-allemand pour la jeunesse, qui a un rôle de diplomatie presque, qui est très important entre les jeunesses des deux pays et qui permet concrètement à des jeunes de partir en voyage, de faire des échanges. Et donc en fait, s'il n'y avait pas de volonté politique derrière, si les deux présidents de l'OFAGE n'étaient pas eux-mêmes des personnes qui ont un rôle diplomatique très important, aussi bien en France, d'ailleurs le président allemand de l'OFAGE vient d'Allemagne de l'Est, c'est une première pour l'OFAGE, et aussi bien donc en France et en Allemagne, ça permet quand même forcément de donner un élan. Maintenant, moi, j'aimerais bien, dans mon monde idéal, que les relations franco-allemandes ne restent pas dans des salles, ne restent pas sur des scènes, ne restent pas dans des institutions, et que ce soit vraiment quelque chose qu'on vive au quotidien via des échanges, via des parcours personnels, professionnels, étudiants, et pour ça, il faut y aller. Il faut aller en Allemagne. Il faut que les professeurs d'allemand dans les collèges, dans les lycées organisent des échanges et se rendent sur place pour pouvoir vraiment donner une perception ou une envie en fait à des destins de changer concrètement et pas seulement de se dire j'ai fait 3 ans d'allemand au lycée et voilà, je sais dire je ne sais pas ce que vous savez dire après 3 ans d'allemand au lycée, mais voilà. Donc, je pense qu'il doit y avoir un élan qui vient des institutions, mais clairement, après, c'est à vous de prendre votre destin en main, pas American Dream, hein, mais en gros que vous fassiez avec tous les objets qui sont à votre disposition, et ensuite de pouvoir créer votre propre fascination pour... je dis ça parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé, mais voilà, pour ce pays-là et pour tout ce qu'il a à offrir et pour tout ce que le franco-allemand aussi et cette relation si particulière que la France et l'Allemagne ont l'une avec l'autre peuvent offrir. On parle beaucoup de franco-allemand, c'est évidemment la perspective de ce débat, mais je voudrais avoir aussi une perspective plus européenne, un petit peu plus globale. Monsieur Moritz, vous êtes président du coup du mouvement européen France, et ma question là, c'est de savoir en quoi l'Europe, par sa construction, comme vous le disiez, elle permet aussi d'entretenir cette mémoire. Sur cette question de mémoire, en quoi aussi la société civile européenne, notamment sa jeunesse européenne, elle permet d'entretenir, par la construction européenne, ce devoir de mémoire-là. Et justement, pensez-vous que la mémoire est plus une question transnationale que réellement binationale? Alors oui, sur la dernière question, et je vais essayer de l'expliquer en remontant un peu le fil de vos questions. En fait, c'est intéressant cette question des mémoires européennes parce que c'est un sujet qui a fait déjà couler beaucoup d'encre chez les historiens
et souvent qui a été aussi un peu balayé en se disant les mémoires européennes, c'est un doux fantasme. Il n'existe pas de mémoires européennes. Nous ne partageons pas de mémoire commune. Et ça a suscité beaucoup de controverses, d'ailleurs, parmi les historiens. Et ça fait que quelques années, en fait, qu'on commence enfin à travailler. Ça fait en fait une dizaine d'années qu'on commence à essayer d'étudier ces mémoires européennes, d'essayer de les révéler. Et peut-être, c'est là où je trouve intéressant, en effet, quand on sort un peu du cadre franco-allemand qu'on connaît finalement bien en tant que Français ou en tant qu'Allemand, c'est d'essayer de voir aussi les entreprises qui ont été essayées à d'autres échelles. Il faut s'imaginer que on a beaucoup travaillé sur le franco-allemand, on le fait depuis des dizaines d'années, et c'est vrai, en fait, les institutions, finalement, les pouvoirs publics ont aussi initié ce mouvement. Au niveau européen, il y a aussi une réflexion aujourd'hui sur les politiques mémorielles qu'on met en place au niveau européen. Et là, on se heurte à beaucoup de choses, c'est-à-dire, en fait, comment on fait pour commémorer ensemble la Shoah, mais comment on fait pour commémorer ensemble les crimes du communisme, comment on fait pour commémorer ensemble tout un tas de réalités, je ne sais pas, la guerre, par exemple, en ex-Yougoslavie. Toutes ces questions-là, elles se posent aux institutions européennes, et donc les historiens ont commencé à travailler, on va dire, depuis les années 2000 pour essayer d'identifier un peu ces mémoires européennes et qui traduisent aussi une question presque identitaire. Ça veut dire qu'est-ce qu'être européen, en fait, enfin, quel est le socle ou le ferment de notre conscience européenne. Et alors, dans ces entreprises, ils ont d'abord travaillé, et vous l'avez dit, plutôt dans un cadre binational. Ça veut dire, alors, franco-allemand, on travaille depuis assez longtemps là-dessus, mais par exemple, au début des années 2000, on s'interroge sur quels sont les mémoires, les lieux de mémoire, parce qu'on utilise pas mal le concept de lieux de mémoire aussi en histoire. Quels sont les lieux de mémoire partagés, par exemple, entre l'Allemagne et la Pologne ? Ça, il y a des historiens qui ont travaillé ça au début des années 2000. C'est assez novateur, et on s'interroge sur les lieux de mémoire germano-polonais. Et puis, un peu par généralisation de ces lieux de mémoire partagés, on va se poser des questions sur les mémoires européennes. Et là, ça pose beaucoup de questions, et d'ailleurs je pense, qui bousculent un peu nos mémoires, parce que on se rend compte déjà que la perception de l'histoire européenne, on n'a pas du tout la même perception de l'histoire européenne. Quand on étudie, même par exemple à l'école, vous étudiez Napoléon, la conquête napoléonienne. Vous allez en Espagne, vous allez en Allemagne, parler de Napoléon, pour eux c'est un dictateur sanguinaire en fait, et un despote. Donc déjà il faut s'interroger, il faut accepter d'avoir un esprit et un regard critique sur la mémoire qu'on peut avoir. Et puis ensuite, c'est intéressant aussi parce que parfois, aux marges de l'Europe, et je pense notamment aux mémoires, par exemple, qu'on commence à percevoir aussi en Ukraine ou justement dans les pays des Balkans dont je parlais, qui commencent aussi leur travail de mémoire sur des conflits, sur des phénomènes qu'ils ont connus au XXe siècle. Ça crée en fait, ça nous permet aussi de nous questionner sur nos propres mémoires. Juste un exemple, par exemple, j'avais participé à un projet mémoriel en Ukraine, et la question c'était la commémoration de la Shoah en Ukraine, avec la place aussi des communautés juives dans l'ouest de l'Ukraine. En fait, vous aviez pas mal de communautés yiddish à l'époque, et ces communautés ont quasiment disparu, y compris la langue yiddish, qui est la langue des juifs d'Europe en fait. Et avec des associations qui essaient de se mobiliser pour garder cette mémoire, entretenir le patrimoine juif, par exemple, dans l'ouest de l'Ukraine. Et ce qui est intéressant, en fait, quand on questionne les Ukrainiens sur la Shoah, etc., ils vous renvoient en ping-pong, si on veut, la question de l'Holomodor, c'est-à-dire du massacre et du génocide des Ukrainiens pendant la période stalinienne dans les années 30, avec les grandes famines qu'on connaît en Ukraine, et l'URSS qui a laissé en fait les Ukrainiens, qui a laissé les Ukrainiens mourir de faim en fait. Et c'est là qu'on voit s'installer une question. Alors, j'aime pas trop en fait ce terme, mais dans le débat public, c'est le terme qui a été un peu utilisé, de concurrence mémorielle. C'est-à-dire, mais en fait, tant qu'on n'a pas reconnu la mémoire des Ukrainiens et de ce génocide des Ukrainiens, comment voulez-vous qu'on commémore le génocide de la Shoah ? Et ça pose des vraies questions parce que, et encore une fois, je pense que à la fois c'est une responsabilité des pouvoirs publics, mais c'est une responsabilité plus large de la société
d'essayer en fait d'intégrer ces différentes mémoires, de reconnaître en fait l'importance de la reconnaissance en fait de cette diversité de mémoires pour qu'on puisse après avancer ensemble sur ces mémoires et commémorer ensemble. Donc les pouvoirs publics ont une responsabilité et parfois d'ailleurs ils mettent en place des programmes qui nous permettent de nous questionner collectivement, mais c'est aussi un travail en fait que toute la société doit faire. Ces témoignages étaient vraiment très intéressants, les premiers témoignages, et je vous en remercie. Et nous allons maintenant passer aux questions du public. Et je vous prie de bien vouloir rester dans la thématique de la table ronde. Est-ce qu'il y a des premières questions? Ou remarques, oui. Ou remarque. Est-ce qu'il y a alors je ne sais pas combien de lycées il y a en tout, je vois des professeurs. Est-ce que vous avez par exemple une anecdote sur l'Allemagne, quel est votre ressenti par exemple quand on vous parle de réconciliation franco-allemande? Qu'est-ce que ça vous inspire? Difficile, hein? Alors bonjour, je m'appelle Enzo, je viens du lycée Marc Bloch à Val-de-Reuil, lycée qui est en jumelage avec Ritterwood en Allemagne. Et moi personnellement, je pars souvent, régulièrement, une fois par an en Allemagne, et j'ai pu constater avec mes amis allemands qu'à partir du moment où on commençait à parler des anciens conflits franco-allemands, il y avait une sorte de tabou, une sorte de gêne à en parler. Comment vous pouvez expliquer ça? Est-ce que vous avez des réponses à apporter? Merci. Salomé, elle est en Allemagne, donc sur le tabou, peut-être que... Il est situé où? C'est situé où la ville dans laquelle tu vas en Allemagne, à peu près? C'est à l'est ou à l'ouest? Je vais à Anderten, à côté d'Hannover. D'accord, ok, donc c'est dans l'Allemagne de l'Ouest. Ouais. Alors la gêne qu'on peut avoir en évoquant ces sujets-là avec des Allemands, il faut la dépasser. Oui, elle est présente et je l'ai moi-même expériencée. D'ailleurs, de la pire des manières, si je puis me permettre de dire ça comme ça, parce que lors d'un de mes échanges en Allemagne, quand j'avais 16 ans, avec ma classe allemande, on est allé visiter Auschwitz, on est allé en Pologne et on est allé à Auschwitz. Donc du coup, moi j'étais française, déjà complètement... dans la volonté de m'intégrer le mieux possible et de comprendre comment ça fonctionnait une classe allemande alors que j'avais que 16 ans et que franchement mon allemand était clairement pas terrible. Et en plus de ça, il y avait tout ce poids de vivre ensemble un moment de mémoire extrêmement difficile et extrêmement douloureux, aussi bien pour les Allemands que pour les Français. Globalement, je pense que pour toute personne qui se déplace sur un ancien camp de concentration, c'est un moment qui est très douloureux, mais indispensable. Et en fait, je pense que ça a permis de casser des barrières, en fait, le fait d'aller ensemble à Auschwitz ou d'avoir des cours d'histoire ensemble, puisqu'en fait, on est européens, en fait, tous ensemble. Et notre histoire commune, je dis déjà histoire, mais je pense plutôt à notre futur. C'est quelque chose qu'on est en train de construire ensemble. Et le fait même qu'on puisse parler de ça aujourd'hui dans des établissements qui nous permettent de nous rencontrer et de nous intégrer, de nous parler, où on a on apprend la langue de l'autre, on apprend les coutumes et toute la culture de l'autre, ça fait qu'en fait cette gêne elle est complètement superficielle et c'est normal qu'elle soit là, mais je pense que c'est pas la peine il faut aller au-delà de ça, puisqu'on est tellement loin aussi dans le temps de ces temps-là qu'il faut réussir, je pense, à en parler d'une façon plus avec plus de distance, je pense. Et je voudrais réagir à ce que tu as dit, c'est très intéressant, mais du coup j'ai essayé de me mettre à la place en tant que Français quand on parle des crimes coloniaux ou quand on parle de l'histoire de la France en Afrique de l'Ouest ou dans d'autres pays. Pourquoi est-ce que ou le comportement des autorités françaises pendant l'occupation avec la population juive. Et c'est pas facile, je pense qu'on est gêné parce que on nous enseigne l'histoire comme un bloc. Et ça, c'est normal, c'est l'école, c'est un professeur qui vous donne un contenu, mais on ne nous donne pas de méthode pour parler exactement
de ces sujets-là, en fait, avec d'autres nationalités ou avec d'autres personnes. On nous donne un contenu intellectuel et après, c'est à nous de nous débrouiller pour en parler, pour évoquer effectivement pourquoi on est gêné. Je pense parce que malgré tout, alors on est peut-être, effectivement, on a tous la citoyenneté européenne, même si on n'est pas tous au courant, mais je pense qu'il y a une question de responsabilité objective, en fait. Quand on parle, par exemple, de la guerre d'Algérie, quand on parle... ouais, on est gêné. On est gêné quand le Vélodrome d'hiver, c'est qu'en 97 que c'est reconnu par Jacques Chirac. Donc il y a vraiment... On n'y peut rien. On a le contenu intellectuel, on sait ce que la France a fait, ou l'Allemagne a fait, mais on ne nous donne pas de méthode de langage ou de façon d'aborder les faits pour avoir un dialogue complet avec la personne en face qui n'a pas la même nationalité ou qui n'a pas la même histoire. C'est vraiment, je réfléchis en pensant, mais c'est pas facile de répondre à cette question. Vous disiez le mot Schuldgefühl, est-ce que vous souhaitez en dire plus ? Non, simplement, et c'est vrai qu'en Allemagne, c'est presque théorisé en fait cette position par rapport à la mémoire et même institutionnalisée. Enfin, c'est même, il me semble, dans la loi fondamentale allemande, en fait, il y a cette idée en fait de la dette, donc das Schuld, en allemand. De cette dette en fait vis-à-vis du reste du monde, c'est-à-dire à la fois c'est vraiment profondément ancré dans les mentalités et c'est même dans la loi fondamentale, cette idée que le peuple allemand a une dette vis-à-vis du reste du monde parce qu'ils ont perpétré les massacres et les crimes de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui caractérise quand même les mentalités en Allemagne. Et en même temps, ça nous interroge aussi, nous, parce que je rejoins un peu ce que tu disais précédemment. Est-ce que nous, en fait, on a fait cet examen de conscience de la même manière ? Et ben, pas tant que ça, en fait, encore aujourd'hui. Même les questions autour de la France de Vichy, de la collaboration, mais on pourrait aussi parler, et tu l'as fait, de la question de la colonisation et des mémoires de la colonisation. On a encore beaucoup de travail en fait à faire en France et c'est peut-être ça aussi. Ça peut nous renvoyer peut-être en miroir le travail que nous n'avons pas fait et que eux ils ont fait de manière nécessaire après la Seconde Guerre mondiale et au fil des décennies. Et sur ce sujet-là, je voudrais juste répondre à Hervé sur le côté responsabilité que l'Allemagne peut avoir par rapport à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est pas quelque chose que j'avais beaucoup eu l'occasion de vivre en étant là-bas toutes les fois où j'ai pu faire des voyages ces 10-15 dernières années. Et en fait, là, j'y habite depuis 2 ans et j'étais à Berlin, j'étais en Allemagne lorsqu'il y a eu le massacre du 7 octobre en Israël. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle va nous raconter ? Ça n'a rien à voir avec l'Allemagne. Mais si, ça a un lien... Israël a un lien évident avec l'Allemagne. Et en fait, il y a eu lorsqu'il y a eu le massacre du 7 octobre, l'Allemagne a été l'un des premiers pays à assurer à Israël un soutien indéfectible, puisque c'est quelque chose qui est dit dans la loi fondamentale, qui aurait un lien qui serait, une aide concrète et qui ne pose pas de questions. Et en fait, il y a eu un espèce de mouvement qui s'est créé dans la société civile et notamment dans les grandes villes et notamment à Berlin, de gens qui ont commencé à se rassembler et qui sont allés devant des institutions et notamment devant le ministère des Affaires étrangères, il me semble, à Berlin, donc, qui ont fait des sit-ins, qui se sont assis et qui ont dit Free Germany from... Non, Free... je ne sais plus exactement comment c'était en anglais, mais en gros, le but, c'était de dire qu'il fallait arrêter que l'Allemagne ait ce sentiment de culpabilité, puisqu'elle allait forcément du coup soutenir Israël, qui elle-même était déjà dans une volonté de riposte par rapport à ce qui s'était passé, et donc du coup que la culpabilité allemande était elle-même du coup existentielle dans le réarmement ou l'armement d'Israël de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc en fait c'est quelque chose qui c'est tout un lien et du coup le sentiment de culpabilité que l'Allemagne a, il est encore présent aujourd'hui et il l'est encore plus qu'il l'a été il y a quelques années dans ce qui se passe en ce moment au Proche-Orient. Oui, des questions.
intervention. Justement, pour moi, je questionne les limites de la mémoire, finalement, avec la commémoration, avec la culpabilité que vous venez d'évoquer. Les limites de la mémoire. À quel moment on atteint une limite dans ce devoir de mémoire? C'est un peu ça la question, hein, si je ne me trompe pas. Par exemple, dans l'exemple que tu as évoqué, je pense que la limite de la mémoire, c'est quand ça... Par exemple, cette question de sitting que je ne connaissais pas, si ça crée un débat, le questionnement de la mémoire, pour moi, c'est pas problématique, c'est pas une limite. La seule difficulté, c'est lorsque la mémoire, ça devient un récit historique, immuable, qu'on n'a pas le droit de questionner, qu'on n'a pas le droit de remettre en question. C'est comme ça, c'est l'histoire et un point barre. Là, je pense que la mémoire et l'histoire, les deux, deviennent vraiment problématiques. Et je pense que c'est pour ça qu'il le rôle de l'État est primordial. Il y a beaucoup d'États qui ont massacré des peuples. Par exemple, si on prend la Turquie, ne veut pas reconnaître le génocide arménien. Et c'est l'historiographie officielle. Je pense que c'est ça qui est problématique. Les limites de la mémoire, c'est lorsqu'on on est incapable d'en débattre. C'est une vérité officielle. Et je pense, je ne sais pas si ça répond très bien à ta question. C'est large comme question. Mais en tout cas, je pense que c'est ça la véritable limite. C'est l'absence de dialogue, l'absence de débat sur l'histoire avec un grand H, en fait. Je ne sais pas. Non, peut-être simplement, en fait, la mémoire, c'est l'appropriation qu'on a du récit historique. Et peut-être ce qu'on disait avant, c'était cette importance du dialogue, en fait, de prendre conscience de la mémoire de l'autre, en fait, et donc d'interroger notre propre manière de percevoir l'histoire. Et je pense qu'il y a il y a des conflits, en fait, dans le monde. Et aujourd'hui, il y a des endroits dans le monde où le dialogue, il est difficile. Et tant que ce dialogue, il n'est pas possible, ça veut dire qu'on ne peut pas non plus en fait parler de ces mémoires qui sont tendues et ça veut dire qu'on ne peut pas avoir ce processus mémoriel en fait de confronter nos mémoires à celles des autres et donc peut-être de revoir aussi sa manière de percevoir l'histoire. Et c'est intéressant peut-être juste pour partager, parce qu'on vient sur le conflit israélo-palestinien, j'avais une amie qui a fait un travail qui a fait des études d'art du spectacle et qui avait fait sa thèse sur le théâtre dans les moments de crise. Et bon, elle avait travaillé beaucoup sur comment on fait le théâtre et qui avait été, qui a émergé en fait dans le milieu concentrationnaire, donc plutôt pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment dans les ghettos, par exemple juifs, ou dans les camps de concentration. Il y a eu du théâtre où il y a eu des expressions artistiques. Alors parfois officielles, très souvent clandestines, et donc qui avait étudié ça. Et elle est aussi autrice, et elle avait écrit une pièce de théâtre qui s'appelait Frères ennemis, et elle est montée cette pièce de théâtre en Israël-Palestine, parce que c'était sur le conflit israélo-palestinien, et en fait elle a monté cette pièce de théâtre dans un théâtre palestinien en Cisjordanie, et c'était une expérience théâtrale en soi, parce que il s'agissait en fait pour des acteurs palestiniens de jouer certes des rôles de Palestiniens, mais aussi de jouer des rôles d'Israéliens. Et les premières répétitions, c'était impossible en fait. C'est-à-dire que c'était pas possible. Ils ne déclamaient pas le texte, en fait, ils hurlaient ce texte qui leur semblait insupportable en fait. Et c'est intéressant parce qu'elle a essayé de créer en fait sa démarche, c'était d'essayer de créer une médiation par le théâtre, c'est-à-dire le dialogue qui est impossible entre un Israélien et un Palestinien. Elle a essayé de l'avoir avec des Palestiniens à travers le théâtre en essayant de jouer des rôles d'Israéliens, y compris de soldats israéliens parfois qui ont été objecteurs de conscience, c'est-à-dire qui ont quitté l'armée, etc. Et donc c'est intéressant, et elle a essayé de recréer ce dialogue à travers par exemple le théâtre. Et donc je pense que c'est ça en fait l'enjeu de la mémoire. Pour qu'on puisse partager, il faut qu'on réussisse à trouver ces espèces de médiation, et parfois d'ailleurs ça passe par l'art, et ça je trouvais que c'était vraiment une expérience vraiment fantastique. Il y avait encore des questions, je crois. Désolée. 3. Je voulais revenir justement quand vous avez dit que ma question était très générale finalement. Justement, on a pu voir très rapidement le soutien de l'Allemagne à Israël, mais ma question c'était surtout quand justement on n'a plus cet accès à la discussion ou re-questionner la mémoire, en fin de compte, comment on peut agir
là, par exemple, en Allemagne, il a été imposé aux personnes qui vont être naturalisées de reconnaître l'État d'Israël. En France, on a une députée qui le souhaite aussi. Est-ce que ce n'est pas une imposition aussi pour, comment dire, enfin, imposer une idée et finalement accepter une certaine mémoire et une culpabilité? C'est à quel moment la mémoire bascule vers la culpabilité et ne laisse plus accès au questionnement? Hyper intéressant. Déjà, reprenons la différence entre la mémoire et l'histoire. La mémoire, ça va être ce qui alimente l'histoire, donc tous nos récits personnels, tous les récits individuels qui alimentent cette histoire, et les historiens après s'en saisissent, entre autres comme une source pour créer une frise chronologique. Et cette question que vous abordez, je ne savais pas qu'il fallait reconnaître l'État d'Israël. C'est tout l'enjeu de l'histoire, mais qui traverse les temps. C'est l'instrumentalisation aussi de l'histoire. C'est avec un fait objectif, qu'est-ce qu'on fait en fait du massacre du 7 octobre, puis ensuite du massacre des Palestiniens. Comment on en retire quelque chose? Et tu as raison, je pense. On parlait tout à l'heure de prérequis. Il faut tout d'abord, avant même de pouvoir évoquer toutes ces questions de mémoire, d'histoire différente, de vision différente d'un événement ou d'un massacre, avant, il faut apaiser le débat. Par exemple, après la libération en France, si on prend un exemple plus lointain, je pense que les questions mémorielles étaient impossibles à aborder. Quand les déportés sont revenus, les déportés juifs, on n'en a pas parlé, ce n'était pas une question. Et de la même manière pour le massacre du 7 octobre et le massacre toujours en cours des Palestiniens, je pense que pour l'instant, le débat est impossible parce qu'il est complètement radical, parce que c'est deux parties qui s'affrontent et qui n'ont pas créé encore le moment d'aborder ces questions historiques avec sérénité. Ça paraît vraiment bête, mais je pense qu'on ne peut pas parler d'histoire quand il n'y a pas eu avant soit des procès, soit des initiatives artistiques, effectivement, qui permettent d'évoquer chacun sa vision d'un événement, sa vision de l'histoire. Et je pense aussi qu'il faut... il ne faut pas oublier non plus que la mémoire, c'est quelque chose dont on n'a pas trop parlé jusqu'ici, mais que la mémoire est forcément politique, forcément politisée. On a parlé de la Turquie tout à l'heure, que chaque État a sa propre façon d'appréhender la question de la mémoire, et que le salut peut-être de notre société viendra lorsque la société civile se sera emparée de ces questions-là et que ce sera devenu des questions qui sont complètement apolitiques. Bon, là, clairement, ce qui se passe en ce moment entre l'Israël et la Palestine, ça ne peut pas être dépolitisé puisque c'est actuel et c'est tellement empreint de violence et d'une histoire. Enfin, voilà. Mais quand on parle, par exemple, des relations franco-allemandes, ça a été aussi la dépolitisation des relations qui ont permis à la société civile, à vous, à nous, de s'en emparer et de faire quelque chose avec. Voilà. Mais quand est-ce que ça commence, cette dépolitisation? Par exemple, par rapport au conflit en France, en Allemagne, quand est-ce qu'on a commencé? Comment est-ce que ça s'est fait que ça a été si rapide, qu'on ait pu si rapidement se parler gentiment entre deux peuples? Comment ça s'est fait, ça, si vite? Alors, on a l'impression que ça a été si rapide, mais ça n'a pas été si facile au début. Il faut quand même rappeler, après la Seconde Guerre mondiale, on a vraiment du mal à commémorer. Déjà, on ne commémore pas ensemble. Hein, je vous ai dit, finalement, c'est quand même très récent, ces commémorations collectives ou binationales. Mais donc, déjà, dans l'histoire, ça n'a pas été un moment facile. Et après, on a peut-être eu un petit coup de pouce des événements aussi en Europe, il faut dire. Après la Seconde Guerre mondiale, en fait, il y a très rapidement le contexte de la guerre froide. En fait, la réalité géopolitique fait que il va bien falloir parler avec l'Allemagne parce que on a besoin de défendre l'Europe occidentale contre. Pour nous, si je me positionne dans l'ère occidentale, on se pose la question ok, mais en fait, il y a l'URSS et le bloc soviétique qui se met en place. Comment on va organiser la défense de l'Allemagne de l'Ouest? Et donc, en fait, il y a un petit coup de pouce qui nous force et qui nous pousse en fait à poser la question de l'avenir de l'Allemagne en Europe et donc de notre relation avec l'Allemagne. C'est la question du réarmement allemand, parce qu'il va falloir réarmer l'Europe occidentale face au bloc soviétique qui s'organise. Donc en fait, on a eu ce petit coup de pouce là et on a été obligé d'enterrer l'âge de guerre parce qu'il a bien fallu cela. Mais ce qui est intéressant aussi, on pourrait discuter en Allemagne, c'est par exemple les mémoires et d'ailleurs parfois donc ça efface certaines mémoires plus particulières.
et notamment par exemple la mémoire de l'occupation française de la Sarre. Après la Seconde Guerre mondiale, on ne le sait pas beaucoup, mais bon, en fait, la France, elle a occupé la Sarre. Et donc, il y a vraiment des soldats français qui défilent dans les rues de la Sarre, etc., avec des Allemands qui sont obligés d'accepter cette occupation, en fait. Et par exemple, la question de la Sarre, aujourd'hui, on commence à travailler sur cette mémoire régionale qui est assez intéressante et qui est une mémoire un peu franco-allemande mise de côté, parce que ce n'est pas une mémoire qui facilite la réconciliation. Et donc aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'on est capable de ressortir un peu ces sujets-là et d'essayer d'avoir un regard ensemble sur ces sujets. Donc parfois, voilà. La difficulté, je pense, qui se passe peut-être sur le conflit israélo-palestinien, c'est qu'en fait, alors, je dirais pas que la mémoire, elle est systématiquement politique. On a nos mémoires personnelles, etc., qui ne sont pas toujours politisées. Mais bien sûr, en fait, les acteurs politiques, ils ont un discours sur les mémoires, ça c'est sûr. Et c'est ce qu'on disait par la traduction de politique mémorielle. Chaque État va avoir sa politique mémorielle, donc on va choisir en fait ce qu'on commémore officiellement et ce qu'on ne commémore pas. Et en fait, ce que j'ai l'impression, c'est que ce qui est difficile en fait dans la situation d'Israël et de la Palestine, c'est qu'en fait, dans les deux camps, il y a des acteurs politiques qui décident de fixer et qui presque saturent en fait l'espace du débat d'un discours qui est tranché et qui rend quasiment le dialogue impossible. En fait, on a l'impression qu'on n'a pas d'espace où on peut discuter en fait et échanger sur ces mémoires pour essayer de trouver en fait le terrain d'entente, le terrain partagé. En fait, on est saturé d'une radicalité des discours qui empêche tout dialogue et toute médiation en fait sur cette question de ce conflit, de ces mémoires, parce que c'est un conflit qui dure depuis longtemps en fait. Et c'est ça en fait, c'est vraiment des acteurs politiques qui empêchent ce dialogue. Donc c'est sûr qu'on a, et peut-être d'ailleurs qu'on a quelque chose à faire, y compris en France ou dans d'autres pays européens, dans d'autres pays du monde même, on a peut-être quelque chose à construire tout de suite en fait, pour essayer de rendre ce dialogue possible, et que ce dialogue, s'il ne peut pas commencer là-bas, il doit peut-être commencer ici en fait. Et on a encore des questions, justement, en parlant de dialogue. Bonjour. Tout à l'heure, vous disiez que vous trouvez que l'Allemagne est beaucoup moins diabolisée qu'avant. Et c'est vrai qu'en tant que franco-allemande, j'ai beaucoup subi des moqueries. Et aussi, encore aujourd'hui, j'en ressens. Et surtout parmi les jeunes, parce que c'est souvent un sujet qui est sujet aux moqueries et à beaucoup de blagues. Et du coup, je voulais savoir, c'était quoi votre ressenti, surtout vous, en tant que personne qui ont quand même un lien étroit avec l'Allemagne, que vous y habitiez ou que vous ayez un rapport avec la culture, etc. Je me permets de compléter. Ton papa ou ta maman est allemande, c'est ça ? Oui, c'est ça. Une D'accord. moitié de ma famille est allemande. D'accord. Et tu habites en Normandie ? Oui. D'accord. Bon, c'est content de l'apprendre déjà. Moi déjà, donc j'ai grandi en Sarre, donc en Allemagne, mais à 2 minutes littéralement de la frontière française. Et j'ai toujours été dans un environnement très franco-allemand, donc dans un lycée franco-allemand, toujours dans ce milieu-là. Et j'ai peut-être été plus épargnée par des moqueries et des remarques par rapport au fait que je suis aussi allemande et que il y a un certain poids qui est en fait directement ensuite sur tes épaules. Après, pour revenir un peu sur ce que vous disiez avant aussi, c'est quand je dis aussi que je suis française, certaines personnes, des fois, je sais pas s'il n'y a pas non plus un certain poids à porter quand on dit qu'on est français par rapport à notre histoire aussi de français. Et donc, je sais pas si, au final, l'individu qui certes appartient à une nation, est-ce qu'on peut vraiment le stigmatiser en tant que tel, et est-ce qu'on ne peut pas penser vers l'avant ? C'est juste mes petites pensées. Pour répondre à ta question, moi, quand j'ai commencé à apprendre l'allemand, ça a été quelque chose d'un peu étonnant, parce que je suis normande du coup, et j'ai vraiment développé une passion un peu étrange pour cette langue et pour cette culture et pour ce pays. Et c'est vrai que je me souviens de discussions un peu bizarres avec des gens de ma famille lointains, des gens, pas mes oncles et tout, mais vraiment des personnes qui étaient plus lointaines et qui vraiment me disaient mais
mais quelle idée d'apprendre l'allemand, mais pourquoi est-ce que tu t'acharnes à faire ça? Et surtout, je me rappelle d'une personne en particulier qui m'avait vraiment dit mais que c'était pas bien, que c'était vraiment quelque chose de complètement délirant et qu'il ne fallait pas qu'on oublie ce qui s'était passé et que voilà. Donc ça, c'est vrai que ça m'avait beaucoup marqué. Et je me souviens aussi d'une autre personne dans mon entourage familial aussi qui m'avait dit oui, mais enfin, il ne faut pas tout miser sur l'allemand, Salomé, hein. Il faut vraiment aussi que tu apprennes l'anglais parce que voilà, c'est aussi important. Oui, certes, mais il y a quand même avec l'allemand, il y a toujours, c'est vrai, une sorte de des prédispositions plutôt négatives, je suis d'accord avec toi, notamment ici parce qu'on est loin de l'Allemagne, à des personnes qui ont un attrait pour ce pays-là, puisque on voit encore les Allemands comme... j'ai déjà entendu plusieurs fois des personnes, lorsqu'on accueillait dans mon collège, mon collège de Normandie, dans l'Eure, enfin vraiment un petit collège de campagne, les Allemands arrivent et là, on les traite de nazis. Et en fait, ça, c'est pas possible. C'est pas possible de traiter des jeunes gens qui ont 14 ans de ces noms-là. Et donc, du coup, il faut vraiment quand même... je vois ce que tu veux dire. C'est quelque chose que j'ai aussi entendu beaucoup, mais en même temps, qui est une chose contre laquelle il y a beaucoup à dire et on peut facilement se défendre, puisque c'est évident que les Allemands ne sont pas des nazis. Enfin voilà, c'est quelque chose c'est une vérité générale. Maintenant, ça existe toujours. Ça, je suis d'accord avec toi, oui. Je vais juste rebondir sur ce que dit Salomé et répondre spontanément de matière un peu plus simpliste. Moi, pareil, j'ai fait des études franco-allemandes. Je ne suis pas du tout franco-allemand de naissance. Pour rebondir un petit peu sur ce qu'on a dit sur la mémoire, je pense que la mémoire, elle est aussi personnelle, familiale, et que chacun a un peu son histoire et son ressenti familial sur l'Allemagne. Moi, mon grand-père a été actif dans la fondation d'un jumelage. Ce qu'on essaye de dire aussi à Denkfabrik, c'est que la société civile, et donc c'est par le dialogue et la connaissance de l'autre qu'on arrivera vraiment à faire un pas en avant. Et on parlait de réconciliation, je pense que la fondation de jumelage, certains tout juste après-guerre, il y a des jumelages qui ont maintenant plus de 40-50 ans, c'est une pierre angulaire dans le dialogue et dans la compréhension de l'autre, parce que le nombre d'anecdotes qu'on pourrait vous fournir sur les a priori que certains Français ou même Allemands pouvaient avoir respectivement sur la France ou l'Allemagne, qui l'ont déconstruit tout simplement en allant en France ou en Allemagne, ça passe avant tout par là. Moi, spontanément, c'est ce que j'ai envie de dire. Et c'est pour ça que les échanges entre les collèges, entre les lycées, a tout son intérêt. Pas forcément les structures qui existent déjà, binationales, comme la UA. L'OFAGE et il y a même d'autres institutions, l'ambassade y participe aussi à ce que les lycées puissent trouver des échanges avec d'autres lycées allemands, les collèges aussi, et ça, je pense que c'est vraiment encore une fois la pierre angulaire de la compréhension de l'autre. Ça paraît peut-être basique, mais le nombre de clichés qu'on déconstruit en allant en Allemagne, et même pour les Allemands en allant en France, ils sont nombreux, et je pense que ça aide beaucoup. Oui, peut-être juste sur cette question, c'est intéressant parce que je pense que ça veut dire déjà qu'il y a encore du travail aussi à faire, enfin à la fois sur l'aspect mémoriel et qu'on peut le faire de plein de manières différentes. Moi, en fait, je viens pas d'une famille franco-allemande, je suis pas franco-allemand, je suis franco-français. Le truc, c'est qu'en fait, je suis parfois franco-alsacien parce que parfois on renvoie aussi les Alsaciens à leur identité allemande. Moi, j'ai été confronté aussi dans ma jeunesse où parfois on m'a un peu traité de l'allemand de service, enfin, genre on n'est pas vraiment français. Moi, mon père, il a été confronté à ça. Ma mère est vendéenne et mon père est alsacien. Et quand ils se sont mariés, l'oncle de ma mère, il a dit « Mais pourquoi tu vas te marier avec un Bosch ?» Voilà. Donc c'était encore présent dans les familles, c'est encore présent peut-être dans les vieilles générations en fait. Et y compris dans ces zones, dans ces régions frontalières. Parfois on a trop tendance en Alsace à cultiver un peu cette spécificité de la mémoire alsacienne, mais en fait il y a plein d'autres régions en Europe qui ont connu en fait cette situation. Enfin, si vous allez en Pologne, en Silésie par exemple, c'est exactement la même chose. Il y a plein de régions en fait qui ont été ballottées au fil de l'histoire entre différentes nations et donc qui ont connu ces identités multiples. Et je pense que justement en fait il faut cultiver ces identités multiples alors qu'on ait cette binationalité ou pas d'ailleurs. Enfin,
on peut tous justement comprendre le récit de l'autre, etc. Et parfois le traiter même avec humour. Peut-être juste un exemple, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand même me moquer aussi un peu des stéréotypes qu'on a sur les Allemands et des stéréotypes qu'on peut avoir sur les Français. On parlait d'Arte tout à l'heure. Il y a une émission que j'adore, c'est Carambolage. Peut-être que vous connaissez ou connaissez pas encore cette émission, allez voir, c'est super drôle. Ça parle un peu des clichés justement sur les Français et les Allemands, et je trouve que c'est une super manière en fait de se moquer, ensemble, de nos propres clichés, et donc justement de relativiser en fait cette question de la binationalité. Avec le mouvement européen, on avait organisé, par exemple, on avait invité une troupe franco-allemande de théâtre d'improvisation. Et justement, on avait pris les clichés franco-allemands comme sujet. Et c'était super drôle parce que dans le public, on avait réuni des Français et des Allemands qui proposaient des thèmes, bien sûr, pour essayer de souligner les clichés sur l'autre, etc. Et en fait, de rire ensemble de ces clichés-là, etc., ça permet de dépasser aussi parfois ces clivages, ces tensions qui peuvent exister. Et ça permet aussi, en fait, finalement, de se questionner ensemble en fait, sur ces clichés, puis parfois leur aspect un peu ridicule quand même, les stéréotypes qu'on peut avoir les uns des autres. Et pour rebondir là-dessus, l'extrême de l'humour, c'est aussi la moquerie. Et moi, j'ai l'impression que les médias français ont une tendance à se moquer quand même de l'Allemagne, qui est beaucoup plus grande que ce que les médias allemands font par rapport à la France. Et je pense notamment à une émission que par ailleurs j'aime bien et que je regarde régulièrement, c'est l'émission Quotidien. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça m'horripile. À chaque fois qu'il parle de l'Allemagne, il y a vraiment une façon de voir l'Allemagne comme des mangeurs de choucroute qui est absolument désagréable, et vraiment cette caricature à l'extrême d'une Allemagne mais complètement fantasmée en fait. Et moi dans mon travail, c'est vrai que parfois je reçois des appels de rédacteurs en chef, pas de Quotidien, je ne travaille pas pour eux, mais d'autres rédactions, parfois de rédacteurs en chef français qui m'appellent et qui me demandent des choses qui sont quand même très simplifiées, fantasmées, pas moqueur évidemment, mais sur où on y va vraiment à gros traits sur l'Allemagne parce qu'on a l'impression de connaître l'Allemagne, alors qu'en fait non, il y a vraiment une multiplicité des identités et des identités allemandes. Et voilà, c'était juste pour rebondir là-dessus. Je pense qu'il faut faire attention à l'humour et il ne faut pas tomber dans la moquerie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Donc je voulais savoir comment on peut se permettre de commémorer d'un côté la Shoah et de l'autre côté donc la France et l'Allemagne soutenir indirectement ce qui se passe actuellement en Palestine. Est-ce qu'on pourrait donc comparer à un génocide aussi? Ouais. C'est intéressant comme question. Moi je pense qu'il y a un historien qui s'appelle Henri Rousseau qui parle de la mémoire négative. La mémoire négative, c'est juste l'État qui se saisit d'un événement qu'il a lui-même créé. Donc, par exemple, la France a contribué à la déportation des Juifs et il va tout de même, malgré tout, commémorer le Vélodrome d'hiver, les déportations, etc. Ça, c'est la mémoire négative, c'est la mémoire en fait d'une nation. Et cette nation doit assumer les aspects complètement néfastes, négatifs, inhumains que les Français ont commis. Et ça, d'un côté, c'est pour la mémoire négative, donc pour continuer toujours à commémorer les déportations et la Shoah. Et de l'autre côté, je ne pense pas que ça soit antagoniste. Enfin, moi, je ne défends pas l'État, je suis un individu, donc j'ai ma petite idée sur la question, mais je ne pense pas que ça soit antagoniste pour l'État français d'un côté commémorer la Shoah, continuer à la commémorer, et ne pas condamner ou condamner le massacre, le crime contre l'humanité ou le génocide. C'est pas encore qualifié juridiquement ce qui se passe en Palestine. Mais je pense qu'effectivement, si l'État français était complètement cohérent, il devrait de la même manière commémorer. Mais sauf qu'en fait, avec ce qui se passe en Palestine, on n'en est même pas au stade de la commémoration encore. C'est toujours en cours. C'est pour ça que c'est complètement différent. C'est qu'il y a un côté, l'histoire est passée, il y a 75 ans qui sont déroulés, il y a eu des débats, il y a eu des livres, il y a eu des polémiques qui se sont enchaînés, et aujourd'hui on arrive à parler de ces sujets-là. Or, sur ce qui se passe, le massacre des Palestiniens en ce moment, je pense que la commémoration, c'est le débat, il arrivera plus tard. Il faudra commémorer, mais je pense que c'est trop tôt parce que le massacre continue en fait. Oui.
vous répondir. Justement, là, c'est pas une question de commémorer, mais c'est une question de soutenir. Parce que l'Israël est un allié de la France. Et donc, ça bouge pas, ça, en fait. Et du coup, tu dis qu'il y a une contradiction entre le fait de commémorer un génocide et de soutenir l'État qui continue. Oui, c'est vrai, c'est une contradiction. Ça, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est une contradiction. Après, chacun, c'est... Ouais, moi je pense que c'est la question que vous soulevez et qu'on a déjà un peu aussi abordé sur la question de l'Allemagne. Je pense que déjà, et là il faut être prudent, et c'est ce qu'on dit déjà, la situation en Palestine n'est pas encore qualifiée de génocide. Alors l'ONU a pointé le risque de génocide, mais justement je pense qu'il faut faire attention sur les termes qu'on emploie, etc. Et ensuite, moi ce que j'aime pas trop en histoire, c'est quand on commence à comparer en fait, ou hiérarchiser l'échelle des horreurs. Et je pense que c'est pas toujours bon. Enfin, la comparaison en histoire, c'est jamais un bon moyen de faire de l'histoire, parce qu'en fait, on compare des choses qui ont toujours des contextes très différents, etc. Donc, je pense que, commémorer la Shoah, c'est un phénomène propre, qui d'ailleurs est un phénomène qui est antérieur à l'État d'Israël. Donc voilà, pas à la question en elle-même, puisque la question d'un État pour les Juifs d'Europe s'est posée avant la question de la Shoah. Mais en tout cas, la création de l'État d'Israël en Palestine, etc., elle s'est faite après la Seconde Guerre mondiale. Et je pense que, pour travailler en fait sur la question, je veux dire, ce que l'État français porte, par exemple, comme position dans sa diplomatie, c'est pas non plus en fait, ce qu'on soutient, c'est une solution qui permet aussi à l'État palestinien, à un État palestinien d'exister. Et je pense que c'est ce qu'il faut aussi voir, c'est-à-dire que la France et la position de la France, c'est pas la disparition et l'extinction totale d'Israël, c'est au contraire de soutenir l'existence d'un État israélien. Et c'est aussi de soutenir le développement et l'émergence d'un État palestinien. C'est la solution à deux États qui est prônée par l'ONU. Et je pense que c'est aussi cette réalité-là qu'il faut vouloir accepter. Si demain, et on condamne en fait ce qui se passe, les massacres des Palestiniens, mais on ne peut pas, dans ce cas-là, en fait, abandonner complètement Israël et dire, dans ce cas-là, il faut laisser ceux qui veulent qu'Israël disparaisse de la carte. Il faut laisser ceux qui veulent massacrer en fait Israël pouvoir le faire. Donc je pense qu'il faut essayer de trouver un équilibre, et justement c'est ce que je disais, en fait c'est l'importance de trouver les espaces de dialogue. C'est-à-dire qu'en fait la paix, ça se fait à deux. Ça veut dire que la solution, en fait, pour trouver la solution de la paix, il faudra la faire avec les Palestiniens et avec les Israéliens, en fait. On la fera pas seule avec les Palestiniens et on la fera pas seule avec les Israéliens. Et aujourd'hui, en fait, le problème, c'est que ce soit en Palestine ou que ce soit en Israël, ceux qui tirent les ficelles, c'est des personnes qui veulent absolument pas le dialogue et qui n'ont aucun intérêt au dialogue. Donc c'est comment nous, on arrive à faire émerger des personnes qui ont intérêt à ce qu'il y ait un dialogue et qui aient intérêt à ce que la paix, en fait, puisse revenir, et à imaginer ces conditions de la paix. D'ailleurs, c'est très intéressant, peut-être, et ça vous intéressera sans doute. On parle souvent de la solution à deux États. Moi, il y a quelque chose qui m'a pas mal intéressé. Il y a un livre d'un historien israélien qui a sorti un livre sur la question de la solution, en fait, à un État. En fait, pendant longtemps, il y a eu des débats sur la question, en fait, mais en fait, il ne faut pas faire deux États qui vont constamment se faire la guerre. Il faut faire un État qui est binational et qui reconnaît, en fait, la binationalité. Et je crois que, en fait, dans ce que vous dites, ce qui est intéressant aussi, c'est que pourquoi il y a une reprise de ce conflit israélo-palestinien, c'est aussi parce que les dirigeants, en fait, israéliens, actuellement au pouvoir, ont commencé à vouloir déreconnaître les droits et même la citoyenneté des citoyens arabes en Israël. On a une extrême droite aujourd'hui en Israël qui veut nier, en fait, cette possibilité, en fait, des Palestiniens, en fait, de vivre et d'être reconnus comme des citoyens à part entière de l'État d'Israël, qui veulent en fait faire de l'État d'Israël un État complètement juif, ce qui est inédit aussi dans l'histoire d'Israël, parce qu'au départ, c'est plutôt un État laïque. En fait, c'est des personnes qui sont vraiment des militants laïques qui créent l'État d'Israël, et donc qui veulent
empêcher la cohabitation en fait entre Palestiniens et Israéliens sur la même terre. Et bon, cette solution est impossible à penser aujourd'hui. Enfin, clairement, bien sûr que ce ne sera pas la solution. Mais moi, je trouve que c'est intéressant d'essayer de se dire, en fait, la solution, elle est à trouver dans la coexistence en fait, des deux et pas dans la mise de l'un à côté de l'autre. C'est-à-dire que tant qu'Israël ne reconnaîtra pas les droits des Palestiniens à vivre sur cette terre, etc., et les droits aussi de ses citoyens arabes, et qu'il y aura des mouvements politiques qui visent à les déreconnaître, ça rendra la paix impossible. Et de la même manière, en fait, ce n'est pas possible de faire la paix avec des mouvements comme le Hamas, qui nient en fait la possibilité pour les Israéliens ou les Juifs, si on veut, à vivre en fait sur ces terres-là. Donc il faut il faut des acteurs qui acceptent en fait que l'autre ait le droit d'exister pour avoir ce dialogue. On a encore un certain nombre de questions, je crois. Donc c'est vrai que l'on parle beaucoup de l'Allemagne, de la France, c'est normal, hein, mais nous sommes de Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est tout proche du Canada. Donc je voulais savoir comment s'est passée la réconciliation et comment entretiennent les liens entre les pays alliés comme les États-Unis et le Canada avec l'Allemagne. Non, bonjour, bienvenue, super que vous soyez là. Alors, les liens entre l'Allemagne et les États-Unis, notamment, sont très forts puisque, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a toujours des troupes américaines sur le sol allemand. Il y a même une base militaire américaine qui s'appelle Rammstein, comme le groupe que vous connaissez peut-être. Et en plus de ça, il y a vraiment un regard de l'Allemagne qui est constamment quand même tournée vers les États-Unis, qu'elle a été un petit peu moins au début des années 2000, mais qui l'est de nouveau là avec la guerre en Ukraine. Voilà, c'est un peu une explication précise et rapide de ce qui se passe dans les relations entre l'OTAN, aussi avec l'OTAN, l'Allemagne qui est un élément crucial. Et c'est vrai que du coup, le rôle essentiel de l'Allemagne dans cette alliance fait que la plupart des grandes réunions qui ont eu lieu ces dernières années depuis le début de la guerre en Ukraine pour parler de la situation enfin, de la guerre en Ukraine, se sont déroulées en Allemagne, se sont déroulées à Rammstein, et on a toujours du coup une armada de ministres internationaux des affaires étrangères qui débarquent au milieu de nulle part dans l'ouest de l'Allemagne, dans une base militaire qui est complètement étrange, mais en même temps qui est en lien avec l'histoire du pays, puisque l'Allemagne était divisée en zones, comme Berlin elle-même aussi était divisée en zones après la Seconde Guerre mondiale. Donc non, il y a toujours des restes de ce qui s'est passé pendant la guerre dans l'Allemagne actuelle, même s'il y a quand même... Par exemple, il y a eu aussi dernièrement dans le Brandebourg, qui est un land à côté de Berlin, il y a eu des mouvements militaires de l'OTAN où des troupes en fait se sont déplacées pour faire des tests en fait à quelle rapidité ils peuvent aller à l'est. Enfin voilà, c'était un peu anxiogène. Ça a été très mal vécu par la population. Le fait que des troupes se déplacent à des horaires normaux, sur des routes normales, avec un matériel de guerre, c'est quelque chose qui est très anxiogène. Donc la présence de l'OTAN, et du coup des États-Unis, elle est omniprésente, elle est vraiment et très empreinte d'angoisse et c'est pas forcément bien vu. Le Canada, du coup. Ah oui, le Canada. Alors ça, je saurais pas. Franchement, le Canada, je sais pas. Désolée. Je pensais. Alors malheureusement, je peux pas te répondre sur le Canada. Je voulais juste revenir à une remarque, ce qu'a dit Hervé tout à l'heure, et à ta question, personne derrière toi, je suis désolé, je suis pas compétent en la matière, mais je pense qu'il faut que ce qui a marché avec le couple franco-allemand, désolé de complètement dispatch ton sujet, mais c'est que les hommes et les femmes politiques avaient intérêt à la paix, ce qu'on appelle les dividendes de la paix. Et je pense qu'en Israël, si on revient encore à Israël-Palestine, est-ce qu'ils vraiment, ils ont chacun des côtés un intérêt à la paix? Est-ce qu'ils ne sont pas le meilleur ennemi de l'autre en fait? C'est ça le problème. Ouais, c'est que en fait, au sortir de la guerre entre la France et l'Allemagne, le ressentiment n'était plus utile en fait. L'ennemi héréditaire servait plus à rien. Il y avait des constructions économiques, il y avait la construction européenne. Or, Benjamin Netanyahou
Le Hamas, c'est son meilleur ennemi, et le Hamas, de la même manière, c'est un mouvement antidémocratique. Je pense qu'il a tout intérêt à continuer de terroriser la population israélienne. Et en fait, ils ne veulent pas la paix parce qu'ils n'ont pas d'intérêt à la paix. Le ressentiment, la haine de l'autre, ça peut être un argument politique pour faire continuer à vivre un parti, pour continuer à faire vivre une personnalité politique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, mademoiselle là-bas. Au troisième rang, juste ici, madame, au milieu. Ouais. Alors moi, je me demandais si maintenant, est-ce qu'il n'y avait pas un mouvement inverse avec certaines sociétés qui vont soit donc plus rapidement ou avec plus de force commémorer certains événements poussés par justement ce sentiment soit de culpabilité ou de responsabilité justement qu'on évoquait avant. Tu as des exemples en tête? Tu fais référence à des exemples précis de sociétés, je sais pas, tu disais. Non, mais j'ai pas d'exemple précis, mais... Ouais, on n'a pas... Hervé, peut-être? Ouais. Non, peut-être pour essayer de rebondir sur votre propos et pour répondre à votre question, en effet, je pense que on se rend bien compte que les mémoires, ça arrive en fait dans le débat public, et vous avez raison, en fait, on se pose beaucoup de questions sur ces mémoires parce qu'en fait, elles viennent illustrer parfois des débats qui sont des débats contemporains en fait dans nos sociétés. Et donc, tant qu'on n'a pas eu parfois il y a des questions mémorielles qu'on ne s'est pas posées et qui s'invitent dans le débat public. Et dans ce cas-là, qu'il faut aussi pouvoir reconnaître et donc traiter et donc faire ce travail en fait mémoriel, de rechercher par exemple, d'écrire un récit, de rechercher les faits, etc., d'essayer de comprendre en fait la situation des uns et des autres. Et je le disais parce que par exemple, c'est vrai, et on l'a dit au départ, en fait, le phénomène qu'on a connu en Europe, ça a été d'abord d'avoir des mémoires nationales sur un certain nombre d'événements, et puis ensuite on a eu ce processus de commencer à essayer de construire des ponts entre ces mémoires, et donc que ce soit dans un format bilatéral, binational, ou bien même plus international en fait, voire européen, d'essayer de construire en fait ces commémorations européennes, etc. Mais c'est ce que je disais par exemple tout à l'heure sur les mémoires régionales ou les mémoires de certaines communautés en fait, de groupes sociaux, de communautés, de pouvoir reconnaître en fait ces mémoires-là. On a encore énormément de travail et il y a beaucoup de pays qui commencent à peine ce travail. Par exemple, on évoquait le Canada. C'est vrai que c'est intéressant, comme ça je reviens sur le Canada en même temps pour faire plaisir de ce côté-là. Je ne sais pas si vous aviez suivi la visite du pape François au Canada il y a quelques mois, je ne sais plus, c'était peut-être l'année dernière, qui était venu reconnaître la mémoire des peuples en fait, autochtones du Canada qui ont été, dont les enfants ont été forcés d'être internés en fait dans des congrégations religieuses donc ils ont été extraits de leur famille. On a retiré ces enfants de leur famille pour leur donner une éducation dans des établissements catholiques. Et en fait, ils ont vécu de la maltraitance dans ces établissements parce qu'il y avait un très fort taux de mortalité. En fait, ils étaient sous-nourris, etc., sous-considérés. Et donc cette histoire tragique, en fait, c'était une histoire qui n'était pas en fait traitée dans l'histoire du Canada. C'est une mémoire qui n'est pas reconnue parce qu'on n'a pas voulu reconnaître en fait la mémoire de ce qu'ont vécu en fait comme traumatisme ces communautés au Canada. Et aujourd'hui, ce travail de mémoire, il est en train de se faire. Donc peut-être en tout cas, ce que m'inspire un peu votre propos, c'est que la mémoire, en fait, c'est un travail constant et permanent, et l'importance de reconnaissance aussi pour intégrer différents groupes aussi à la société, etc. C'est important de pouvoir reconnaître ces mémoires, et c'est pour ça que ce dialogue il est important, de pouvoir faire ce travail de mémoire. C'est peut-être aussi pour ça que vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'en fait vous questionnez en fait sur la question de ces mémoires, et peut-être que aujourd'hui ou bien dans l'avenir, vous serez confronté en fait à ces situations. Vous allez être confronté à une mémoire qui n'est pas reconnue, qui ne fait pas l'objet de cette reconnaissance, et où vous peut-être vous allez aussi initier en fait un travail de mémoire et permettre à des groupes d'être enfin reconnus en fait dans leur identité, parce que comme je le disais, la mémoire c'est vraiment quelque chose de viscéral en fait. C'est pas
c'est pas quelque chose voilà, qui est juste dans les livres d'histoire. En fait, la mémoire, c'est vraiment du sentiment. Ça appartient à l'identité de chacun d'entre nous. C'est ce qui définit en fait chacun d'entre nous. Donc, ce travail, il est très important. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, nombreux. On a une au fond, monsieur aussi. Comment se passe le travail de mémoire à différentes échelles? Comme par exemple, là ce qui vient en tête, c'est les bassins miniers de charbon dans le nord. Est-ce qu'il n'y aurait pas plus de risques qu'on les oublie, vu que ça a des échelles plus locales? Oui, alors peut-être dans votre question, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux aspects même, je dirais, parce qu'il y a et à la fois une mémoire locale, et donc comment on fait pour commémorer cette mémoire locale. Et peut-être c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que parfois, de changer d'échelle, y compris passer à l'échelle supérieure, c'est-à-dire quand on commence à commémorer par exemple, quand on commence à parler des mémoires européennes, ça permet parfois à des mémoires plus locales de pouvoir s'exprimer. C'est ce que je disais par exemple sur ma région en Alsace. C'est vrai qu'en fait on se rend compte qu'il y a d'autres régions en fait en Europe qui ont connu ça, ce ballottement entre la frontière, etc. Et donc parfois d'être toujours du mauvais côté de la frontière. Ça nous permet en fait de commémorer cette mémoire avec d'autres Européens, en fait de le faire au niveau européen et donc de trouver une reconnaissance en fait collective plus que particulière. Dans ce que vous dites, par exemple sur les mémoires ouvrières, je pense qu'il y a deux choses qui sont intéressantes. C'est un, en fait les mémoires des régions qui ont connu, par exemple, un passé minier ou industriel, et donc c'est intéressant de pouvoir les commémorer, pas juste dans la spécificité du bassin minier du Nord, mais peut-être de le faire avec d'autres régions françaises, voire européennes, qui ont connu en fait les mêmes enjeux. Et peut-être dans ce que votre question et ce qui est malin et qu'on n'a pas encore traité, c'est peut-être aussi, et la mémoire, c'est ce qu'on a dit, en fait, la mémoire, c'est à la fois très personnel, et puis quand on étudie les mémoires, en tant qu'historien, on parle aussi des mémoires collectives. Ça veut dire des mémoires qui sont liées à des groupes particuliers. Alors, on a beaucoup parlé en fait des mémoires nationales, la mémoire européenne, etc. Mais en fait, la mémoire, elle est aussi liée à parfois des catégories sociales, en fait. Et donc, la question de la mémoire ouvrière, elle est très importante, de savoir comment on entretient en fait cette mémoire ouvrière, comment on lui donne aussi, comment on construit des politiques mémorielles pour faire en sorte de transmettre cette mémoire ouvrière et de reconnaître aussi le travail en fait de ces catégories populaires. Souvent, quand on parle de la mémoire ouvrière, voilà comment on valorise aussi cette mémoire et comment on crée des lieux où on peut commémorer collectivement en fait ces mémoires ouvrières. Et pour faire un petit pas de côté sur ce qui vient d'être dit, au-delà des mémoires, ce qui est intéressant dans la culture de la mémoire locale, c'est aussi la façon dont on va l'appréhender dans son élément, dans le lieu dans lequel elle s'est déroulée. Et je voulais simplement vous parler d'un projet que je trouve très inspirant et vraiment qui, moi, dans mon travail de journaliste, a été très présent aussi. C'est un projet qui s'appelle le projet de Stolperstein. C'est un projet européen qui a été mis en place par un artiste allemand qui, pour honorer les victimes de la Shoah. Et en fait, à travers un certain nombre de villes, et même, je crois, même dans le monde, puisqu'il y a aussi des petites pierres qui ont été posées en Argentine, en fait, il a posé des petites pierres par terre sur des lieux, le dernier lieu de vie connu de la personne qui a été déportée et qui a été assassinée. Et du coup, ça permet aussi d'ancrer la mémoire dans un lieu, qui est parfois très loin de certains camps de concentration auxquels on pourrait penser, et de marquer aussi la multitude des destins qui ont été fauchés à travers le génocide, l'Holocauste. Donc il y a aussi des projets qui sont intéressants dans la façon d'ancrer la mémoire d'un événement dans un territoire. Oui, on a d'autres questions. J'ai été 2 fois lauréate au CNRD et j'ai pu discuter avec certaines personnes qui m'ont dit que mon travail de mémoire devenait inutile, et parce que c'était il y a très longtemps et qu'il fallait un peu oublier. Est-ce que vous n'avez pas peur que justement cette mémoire s'arrête et que certains événements soient oubliés ?
Si tu as complètement raison, on m'a dit pareil. Je pense que j'ai discuté hier avec une jeune Allemande avec qui je travaille, et sur cette question justement, elle me disait, en tant qu'Allemande, des fois j'ai l'impression que la Seconde Guerre mondiale sature mon quotidien, que ce soit à la télé, que ce soit dans l'enseignement à l'éducation nationale, dans les discussions, dans les conférences, et qu'à la fin finalement, ce qui était exceptionnel, c'est-à-dire le massacre de millions de personnes, devenait banal, et qu'on finissait par s'y habituer, tellement c'était raconté, tellement c'était évoqué. Et tu as raison, c'est cette question de est-ce que ça va vraiment continuer à intéresser les gens, mais c'est pour ça qu'on fait ce genre d'événement, c'est pour ça qu'il y a le concours de la résistance, c'est pour ça qu'on doit changer nos méthodes de commémoration pour attirer la jeunesse, et que ce ne soit pas un discours pompant qu'on fait par culpabilité, mais vraiment par intérêt intellectuel, et intéresser les jeunes à ce que l'histoire ne se répète pas. Mais c'est vrai qu'on l'entend beaucoup ce discours, sachant que d'autant plus les derniers témoins de l'événement quand même traumatique de l'Europe, c'est un des événements traumatiques en tout cas, la Seconde Guerre mondiale, les derniers témoins disparaissent. Donc il n'y en a plus beaucoup qui ont fait le débarquement ou des derniers rescapés de la Shoah. Donc c'est vraiment cette génération, en fait, c'est la vôtre qui va devoir faire le relais, en fait, le témoin entre les disparus qui ne pourront plus parler de vive voix et vous qui seront en fait leur porte-voix avec des concours, avec des conférences, avec des débats. Mais c'est vrai que c'est un discours récurrent, que c'était il y a longtemps et qu'il ne faut plus en parler. Et nous, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est justement, dans cette perspective de la jeunesse, mais aussi franco-allemande, d'intégrer un petit peu plus les Allemands dans les commémorations, parce que on le disait, la mémoire et le travail de mémoire, c'est beaucoup de dialogue, mais ça reste aussi des symboles. Et déposer, par exemple, une gerbe entre, je sais pas, pour parler des jumelages, un maire français et un maire allemand, ça reste un symbole, mais c'est quand même lourd de sens. Et aujourd'hui, il y a encore une certaine importance, et je pense que c'est un vecteur aussi pour entretenir cette mémoire et la pérenniser, en fait, à plus long terme. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ouais. Bonjour, je rebondis sur vos questions. Donc, j'ai pu travailler avec une artiste polonaise qui faisait des sculptures, et ces sculptures permettaient de rappeler la mémoire de certains événements dans son pays. Et est-ce que ça pourrait pas être une nouvelle manière de voir la mémoire? Justement, là, on en parlait, le théâtre. Oui, je pense que c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire de trouver un peu des nouvelles manières d'exprimer en fait cette mémoire. Comme on le disait, la mémoire, c'est un sentiment en fait. Et peut-être que ça passe justement par des vecteurs, par des moyens de médiation qui facilitent en fait justement le partage de ces sentiments. Alors, moi je trouve que dans des commémorations, on peut trouver des commémorations où justement en fait on ressent quelque chose. Enfin, on trouve ça. Enfin, on est touché en fait par ce qui est en train de se faire, par la symbolique forte de ces commémorations. Mais c'est vrai que c'est pas le seul moyen de le faire, et ce que vous dites est également vrai. Enfin, je pense que l'art, par exemple, enfin, toutes les formes d'art, c'est vraiment le moyen aussi de pouvoir voilà, enfin, à la fois exprimer en fait les mémoires qu'on a en nous et qu'on a envie de partager avec d'autres. C'est aussi un moyen de commencer en fait un débat. Enfin, une œuvre d'art, c'est aussi un objet de médiation. Donc, quand on discute en fait d'une œuvre, par exemple, on va être obligé de se poser les questions. Pourquoi l'artiste a fait ça, etc. C'est un dialogue qu'on initie à la fois avec l'artiste, mais aussi avec les autres personnes qui regardent l'œuvre. Et donc ça, c'est intéressant. Et puis ça permet aussi de perpétuer cette mémoire. Et en fait, c'est le propre de la mémoire aussi de disparaître, entre guillemets, si on ne l'entretient pas, parce que c'est un sentiment. Donc, en fait, si vous n'avez pas cette volonté, en fait, de perpétuer la mémoire, elle disparaîtra. Et il y a plein de mémoires qui ont disparu et dont on ne retrouvera pas la trace. Mais la question, c'est plutôt qu'est-ce que vous, en fait, vous avez envie de retenir de l'histoire? Qu'est-ce que ça dit, en fait, d'aujourd'hui aussi? Et ça, je pense que c'est intéressant. C'est-à-dire, quand on parle de mémoire, on ne parle pas du passé. Quand on parle de mémoire, on parle du présent et de notre perception qu'on a du passé. Et donc, à chaque fois, c'est qu'est-ce que vous avez envie de retenir du passé et comment il éclaire, en fait, vos questions du présent. En fait, la mémoire, elle disparaît quand une mémoire est plus appropriée ou ne sert plus, en fait, à éclairer le monde d'aujourd'hui. Et enfin, c'est bête, mais on a parlé du conflit israélo-palestinien. Je pense que la mémoire en fait, de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah, en fait, sans cette mémoire-là, on est incapable de comprendre ce qui se passe au Proche-Orient. Et donc, elle est viscéralement en fait, dans nos débats contemporains.
Donc je pense que c'est ça. Et après, il faut aussi accepter. On retient pas les mémoires l'histoire. L'histoire, c'est aussi une sélection en fait. D'ailleurs, maintenant on parle de mémoire historique, c'est-à-dire quels sont les événements qu'on choisit de retenir dans l'histoire, dans le récit qu'on fait de l'histoire, parce que vous vous doutez bien, un historien ne peut pas faire l'histoire de toute l'histoire du monde, et donc qu'est-ce qu'on retient en fait de l'histoire? Ça questionne même en fait les historiens sur leur rapport, puisqu'en fait finalement on a une démarche de sélection, parce qu'en fait on va présenter les événements qu'on considère déterminants dans l'histoire et pour éclairer en fait des questions contemporaines. Donc voilà, c'est à vous en fait de vous emparer de ces mémoires, peut-être de vous questionner sur ces mémoires et de vous dire aussi mais c'est quoi l'actualité de ce questionnement? Et c'est comme ça en fait à mon avis qu'on transmet ces mémoires, qu'on les perpétue et qu'on leur donne du sens aujourd'hui, parce que ça n'a pas de sens d'aller à une commémoration si vous vous dites pas mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui en fait, pour moi personnellement et puis pour nous en tant que société, de s'interroger sur ces mémoires. On a encore deux. Ah non. Désolé, juste sur cette question-là. Et à contrario, un objet d'art, une statue, ça peut être sujet d'un conflit mémoriel énorme. Quand on pense aux statues qui sont restituées au Bénin, il y a un film qui vient de sortir qui s'appelle Dahomey, sur l'histoire des restitutions des statues d'Afrique de l'Ouest qui ont été pillées pendant la colonisation. Ce qui était censé être, donc, dans ton cas, une statue d'une artiste polonaise pour apaiser un débat. Ici, ces 26 statues qui ont été restituées, c'est l'objet d'un conflit vraiment terrible. Les musées français ne voulaient pas les redonner, les pays africains vraiment voulaient le reprendre. Et donc ce réalisateur a voulu faire un film, et par l'art, il a réussi à aborder, par le cinéma donc, il a réussi à aborder cette question mémorielle, en faisant parler les statues, avec des voix graves, d'outre-tombe, etc. Et donc l'art, même l'art sur l'art, le regard de l'art sur l'art même, permet justement d'entamer un dialogue, effectivement. Ouais, on a d'autres questions, je crois. Bonjour. Je voulais faire un lien entre le devoir de mémoire et la politique. Et je voulais poser la question suivante. Pensez-vous que le devoir de mémoire, ou au contraire l'absence de ce devoir de mémoire, puisse avoir un impact sur la politique, comme par exemple la montée des extrêmes ? Ok, je compte sur mes co-panélistes pour prendre la suite. Je sais pas, en fait, à vrai dire, pour être assez sincère, je suis pas très à l'aise avec l'idée de devoir de mémoire, comme si c'était quelque chose qu'on vous imposait. Il n'y a pas de devoir de mémoire. On vous met pas. Si cette mémoire, elle vous est pas propre, si vous l'appropriez pas, ça ne peut pas être une mémoire. On peut pas vous imposer une mémoire, c'est pas possible. Et c'est pour ça que je trouve que, c'est ce que je disais, il faut que ça trouve résonance avec les questions que vous avez aujourd'hui. Mais simplement, c'est d'avoir une démarche peut-être de curiosité, aussi d'esprit critique, etc., d'aller essayer de voir les enjeux en lisant le passé, justement, en essayant de se questionner en fait, sur nos mémoires, de pouvoir avoir une lecture présente et en fait, d'éclairer des débats contemporains. Donc c'est vrai que cette question de devoir de mémoire, moi je pense que vous avez le devoir de vous poser des questions et de vous questionner sur vos mémoires, mais vous n'avez pas, les pouvoirs publics n'ont pas à vous dire ce que vous devez commémorer. Là, on rentre dans quelque chose qui n'est plus de l'ordre de la mémoire, parce que si c'est quelque chose de désincarné qui n'a aucun sens pour vous, dans ce cas-là, c'est même pas de la mémoire, en fait. Donc, au contraire, en fait, c'est plutôt l'idée, c'est plutôt de vous interroger, voilà, et de cultiver en fait cette interrogation sur le passé et d'essayer de comprendre ce que ça veut dire pour vous ou le sens que vous y mettez en fait aujourd'hui dans ces mémoires. Après, il y a la montée en fait des nationalistes ou des mouvements politiques, etc. Et je pense justement, en fait, c'est cette question que parfois on se pose pas. Enfin, c'est-à-dire, pour moi, c'est plus l'absence de questions. Enfin, c'est pas imposer des mémoires, etc., qui est la solution. C'est plutôt susciter le débat et le questionnement, et peut-être de s'interroger en fait. Mais ok, en fait, les discours que j'entends aujourd'hui dans certains mouvements qui ont des relents nationalistes, voilà. Mais en fait, ça vient d'où en fait ces discours?
Qu'est-ce que ça a produit en fait dans l'histoire, ce type de discours, etc. Et donc c'est plutôt une invitation à au contraire en fait toujours garder cet étonnement, ce questionnement, cet esprit critique et d'aller s'interroger en fait sur ok, mais en fait on parle de ça, on parle de ça aujourd'hui, mais en fait d'où ça vient cette pensée? Qu'est-ce que ça traduit en fait? Est-ce qu'on n'a pas déjà été confronté à ce type de discours dans l'histoire et qu'est-ce que ça a provoqué? Et c'est ça en fait qu'il faut faire. Ça sert à rien en fait de venir et de dire mais vous vous imaginez, vous votez le Rassemblement national, c'est un parti qui a été fondé par des anciens du régime de Vichy et par des anciens SS. Quand vous dites ça à quelqu'un qui vote Rassemblement national, il vous dit il comprend pas en fait, c'est hors de. Enfin, pour lui, c'est pas un argument valable. En fait, il faut plutôt inviter cette personne à se dire mais vous voyez là on parle, on stigmatise certaines catégories de la population, etc. Mais pour vous, en fait, dans votre histoire même personnelle, peut-être une histoire familiale ou etc. Est-ce que ça n'a pas eu des conséquences à un moment donné, ce type de discours, etc. Enfin, il faut partir du sentiment en fait de la personne, je pense, pour lutter, enfin voilà, contre ces relents du nationalisme que je déplore aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en Allemagne aussi, il y a des relents nationalistes. Je pense que vous en avez entendu parler. Le parti AfD a fait des scores exorbitant lors des dernières élections locales dans 3 Länder de l'Est ces 3 dernières semaines. Et une partie de l'explication du pourquoi, du comment l'AfD a fait des scores comme ça à l'Est de l'Allemagne, c'est aussi cette volonté de se libérer la volonté de l'AfD de se libérer des discours nationaux, des discours européens, ou pro-européens plutôt, et de dire que, bon, finalement, tout n'était pas si terrible hein, quand Hitler était chancelier. Je cite, hein, bien sûr. Et de relativiser le rôle de l'Allemagne dans les crimes qui se sont déroulés pendant la Seconde Guerre mondiale, et aussi surtout de relativiser le rôle de la société civile. Ça a été vraiment un point de bascule lorsque l'AfD a commencé à parler, à s'emparer de ces sujets-là, en disant sur les réseaux sociaux, ça a été beaucoup le cas dans des vidéos qui ont été diffusées sur TikTok notamment, où en fait des candidats de l'AfD disaient non, mais nos ancêtres, vos grands-parents n'ont pas fait que du tort à l'Allemagne. Ils ont permis de construire le pays dans lequel on vit aujourd'hui. Voilà, c'était tout un discours vraiment avec des relents nationalistes et des relents populistes qui sont basés sur une volonté de réécrire l'histoire pour effacer ou pour atténuer le sentiment de culpabilité de l'Allemagne. Et ça a vraiment, vraiment donné un nouvel élan à la déculpabilisation d'un discours raciste, haineux, xénophobe, tout ce qu'on veut, ce que l'AfD représente. Donc je pense qu'il y a aussi une politisation évidente de la mémoire qui peut être très positive, mais qui peut aussi être très négative et avoir des conséquences sur le présent et dans les urnes et du coup sur la vie de tous les jours à cause de la politique. Voilà, je crois qu'on n'a plus de temps pour d'autres questions. Si on a encore... non, on n'a plus de temps. Bah voilà, je suis désolé, on aurait bien voulu encore échanger avec vous. C'était très intéressant. Merci à tous d'être venus. Je vous souhaite un bon retour et voilà, continuez à vous questionner sur ces questions de mémoire et à penser les commémorations dans les années qui suivent. Merci à tous, au revoir.